cela a commencé par un grognement, pas vicieux, rien de tranchant ou de colérique, juste un grondement profond et régulier provenant de la gorge d'un berger allemand nommé Scout. Il a roulé à travers la neu comme un tonnerre lointain. L'infirmière Linda Parker a levé les yeux du dossier dans sa main. Scout se tenait immobile, ses yeux sombres fixés sur l'incubateur dans le coin le plus à gauche. Les babyphones clignotaient, les lignes d'oxygène bourdonnaient et les doux bips des appareils de survie remplissaient la pièce, mais tout ce que Linda pouvait entendre était ce grognement. « Scout, dit-elle prudemment en se levant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Le berger de 7 ans ne broncha pas, ne bougea pas, ne sia pas. Il était fixé, comme si quelque chose dans cette boîte en plastique transparent avait déclenché une alarme que lui seul pouvait entendre. 3 infirmières tentèrent de l'attirer en tirant doucement sur son gilet bleu. Un agent de sécurité intervint, offrant des friandises, mais Scout planta ses pattes et refusa de bouger. Il laissa échapper un aboiement soudain et aigu, si fort et inattendu qu'il fit sursauter un technicien qui laissa tomber un plateau de seringues. C'est à ce moment-là que tout bascula. Et aucun d'eux, ni Linda, ni le docteur Blake, ni les parents épuisés qui regardaient derrière la vitre, ne savaient encore la vérité. Scout ne protégeait pas seulement un bébé, il gardait un secret. Le Northwestern Memorial Hospital se dressait tel une forteresse de verre moderne dans le centre-ville de Chicago, captant la lumière du soleil d'octobre dans ses angles aigus. À l'intérieur, l'unité de soins intensifs néonatales du 4e étage était un monde à part, calme, stérile et berçant une vie qui commençait à peine. 3 kilos, 2 kilos, certains bébés arrivaient pesant moins qu'un sac de sucre, reliés à plus de machines qu'un avion de chasse. C'est là que Scout travaillait. Il n'était pas seulement un chien de thérapie. Il avait été entraîné pour quelque chose que peu de gens comprenaient vraiment, la détection médicale basée sur l'odorat. Il pouvait détecter les changements dans la chimie de la laine, les changements dans le débit métabolique, les minuscules signaux qu'une machine pourrait manquer. Et pendant des années, il l'avait fait aux côtés de sa personne, le docteur Claire Monroe, infirmière néonatale et pionnière dans le domaine. Elle et Scout formaient une unité, Claire avec sa queue de cheval pratique et son humour pince sans rire, Scout avec la cicatrice sur une oreille du refuge où Claire l'avait trouvé pour la première fois alors qu'il était un chiot terrifié. Ils avaient fait la différence, jusqu'à il y a 6 semaines, jusqu'à ce mardi soir pluvieux où un camion de livraison a grillé un feu rouge sur Michigan Avenue. Claire n'a même pas eu le temps de freiner. Ils avaient organisé la commémoration dans la chapelle de l'hôpital, des funérailles à cercueil fermé, des roses blanches. Scout était resté allongé dans le couloir devant la cérémonie, la tête posée sur la blouse de laboratoire de Claire, refusant de manger pendant des jours. Tout le monde disait qu'il était en deuil, mais Linda avait vu quelque chose de plus profond, un chien de travail sans travail, un partenaire sans mission. C'est elle qui l'a ramené. Elle s'est battue pour cela, réunion, appel, résistance des dirigeants de l'hôpital. Mais finalement, le docteur Evelyn Grant, la directrice de l'hôpital, a cédé. 3 jours, avait-elle dit sèchement. Il reste dans la zone réservée au personnel, sauf surveillance. S'il cause des problèmes, il est dehors. Aucune exception. Scout est revenu dans l'unité de soins intensifs néonatales pour la première fois en tant que visiteur, et non en tant que partenaire de Claire, et tout a basculé. Sa queue s'est levée, sa foulée s'est allongée. Scout n'a pas reniflé les miettes ni cherché d'animaux de compagnie. Il a fait une boucle autour des incubateurs, comme Claire le lui avait appris, s'arrêtant ici et là, s'asseyant brièvement près de 2 bébés avant de continuer. Puis il atteignit la station la plus à gauche. Bébé Noah Carter, né 5 semaines prématurément, un peu plus de 4 livres, la peau couleur de porcelaine, mais autrement en bonne santé, avaient dit les médecins. Scout s'arrêta. Il ne renifla pas, il ne bougea pas, il fixa simplement le bébé à l'intérieur, les yeux écarquillés, le corps tendu, le nez tremblant comme un radar. Et puis ce grognement à nouveau. Rachel Carter était assise à proximité, recroquevillée dans une couverture, un cahier sur les genoux. Elle était jeune, 28 ans peut-être, et semblait ne pas avoir dormi depuis un mois. Son mari, Mike,
faisait les 100 pas devant le coin café du salon des parents, les yeux rivés sur la fenêtre de l'unité de soins intensifs néonatales. C'étaient des nouveaux parents, effrayés, en manque de sommeil, mais débordants d'amour. Lorsque Rachel remarqua le chien, elle se leva lentement. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-elle à Linda, hésitante. « Pourquoi le fixe-t-il comme ça ?» Linda esquissa un sourire entendu. « C'est un chien d'alerte médicale, hautement entraîné. Il s'intéresse juste à eux, c'est tout. » Mais même en le disant, sa voix tremblait, car Scout ne s'intéressait pas seulement à eux, il les avertissait. Avant de continuer, si vous êtes ému par des histoires de héros animaux comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur Heroes for Animal. Chaque vue soutient des histoires vraies de courage, de compassion et des animaux qui changent nos vies pour toujours. Le docteur Adam Blake, spécialiste NICU en rotation, entra quelques instants plus tard, ses lunettes à monture métallique embuées par le changement de température. « Linda » demanda-t-il en scrutant la pièce, « pourquoi notre compagnon à 4 pattes bloque-t-il ce poste comme si c'était une scène de crime ?» Linda fronça les sourcils. « Il est comme ça depuis 20 minutes. » Blake vérifia les moniteurs de Noah. Tout semblait normal, rythme cardiaque, oxygène sanguin, aucun signal d'alarme. Scout laissa échapper un aboiement aigu, puis un autre. Blake marqua une pause. « Bon, faisons un bilan manuel des gaz du sang, par précaution. »« Docteur, les machines disent qu'il va bien », intervint une infirmière. Blake hocha lentement la tête. « Bien sûr, mais j'ai vu ce chien signaler un déséquilibre métabolique 2 jours avant qu'il n'apparaisse sur le graphique. » Mike Carter s'était approché, debout à côté de Scout. Il s'accroupit, le regardant droit dans les yeux, et quelque chose d'étrange se produisit, une lueur de reconnaissance, un sursaut dans la poitrine, comme un déjà-vu, un destin, ou les deux. Il l'ignorait. Le chien n'avait jamais rencontré le docteur Claire Monroe, mais quelque chose dans la posture de Scout, son immobilité, sa concentration, provoquait chez Mike une douleur inexplicable. « Et, mon pote, murmura-t-il, qu'est-ce que tu vois que nous ne voyons pas ?» Scout se décala une seconde, ses yeux croisèrent ceux de Mike, et Mike tressaillit parce que ses yeux, ils n'étaient pas seulement alertes, ils lui étaient familiers. L'infirmière Linda feuilletait le journal de formation comportementale de Scout plus tard dans la nuit lorsque les résultats sanguins sont revenus, de légères irrégularités métaboliques, rien de grave pour l'instant, mais sans traitement, cela aurait pu devenir catastrophique. Mais Blake a immédiatement ajusté le plan de traitement du bébé, des ajustements mineurs, un petit supplément, de l'oxygène supplémentaire pendant la nuit. Rien de dramatique, mais cela a fait toute la différence. Et Scout n'a pas bougé de cet incubateur pendant les 8 heures qui ont suivi. Il s'est allongé à côté, alerte mais calme, les yeux fixés sur la petite vie à l'intérieur, refusant de bouger, refusant de lâcher prise. Et ce que personne dans cette unité de soins intensifs néonatales ne pouvait savoir, ce que même Mike et Rachel ne pouvaient pas imaginer, c'est que ce chien n'était pas là par hasard. Il était revenu pour une raison, protéger cet enfant, tenir une promesse, terminer ce que Claire avait commencé. Le lendemain matin, Scout attendait déjà à la porte d'une issue lorsque l'infirmière Linda est arrivée pour son quart de travail de 6 heures du matin. Il ne s'est pas plaint, n'a pas fait les 100 pas, il s'est juste assis là, sa laisse soigneusement enroulée sur le sol à côté de lui, les oreilles dressées, les yeux rivés sur la vitre comme une sentinelle attendant que le monde se réveille. Linda avait à peine franchi les doubles portes lorsque Scout s'est levé et a poussé sa main avec son nez, puis a trotté dans le couloir vers le poste de bébé Noah. « Ok, » murmura-t-elle, le cœur serré, « on recommence, hein ?» L'infirmière de nuit avait laissé une note sur le dossier, sa chienne restait alerte, faisait les 100 pas de temps en temps, aucun signe de stress, le bébé était stable. Mais Linda savait que ce n'était pas une routine, c'était une mission. Scout avançait avec détermination, s'arrêtant brièvement devant une couveuse pour renifler, inclinant la tête vers une autre, mais revenant toujours vers Noah. Sa façon de s'arrêter, de s'asseoir, de fixer ce n'était pas aléatoire, c'était concentré, presque émotionnel. Mike Carter est revenu 1 heure plus tard, tenant un café qui avait refroidi depuis longtemps dans sa main.
Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Sa femme Rachel était déjà à l'intérieur, lisant doucement au bébé Noah à travers la fenêtre en plastique de l'incubateur, le même livre qu'elle lisait la veille, Bonne nuit lune, sa voix basse et rythmée. Quand Scout a vu Mike, il s'est levé et a remué doucement la queue, puis est retourné à sa position habituelle à côté du lit de Noah. « Je ne comprends pas, » dit doucement Mike en s'accroupissant à côté du chien. « Ce n'est même pas notre chien, et j'ai l'impression qu'il nous connaît mieux que quiconque ici. » Rachel jeta un coup d'œil. On dirait un ange gardien en manteau de fourrure. Linda esquissa un sourire las. Tu serais surprise de voir à quel point c'est vrai. Adam Blake arriva pour sa visite, vêtu d'une tenue d'hôpital à motif de petite fusée au sapeur du jeudi, que sa fille lui avait choisi à 5 ans. Il s'arrêta en voyant Scout déjà garé au poste de Noah. « Toujours en service ?» demanda-t-il. Linda hocha la tête. Il n'a pas beaucoup bougé pendant la nuit, le moniteur est resté propre, mais Scout n'est pas convaincu. Le docteur Blake vérifia le dossier. Les gaz du sang de Noah de la veille s'étaient normalisés, son rythme cardiaque était élevé et sa saturation en oxygène était à 98%. D'après les rapports cliniques, le bébé se portait bien, mais Scout n'était toujours pas parti. Le docteur Blake s'accroupit près du chien. « Qu'est-ce qu'on rate, mon pote ?» Scout leva les yeux vers lui, les oreilles frémissantes, puis posa une patte sur le fond de l'incubateur, le même mouvement que Claire lui avait appris à faire lors de ses exercices d'odorat. Linda le vit aussi et déglutit difficilement. « C'est son alerte. »« Ouais », murmura Blake en hochant la tête. « Je sais. » De retour dans son bureau, le docteur Evelyn Grant examinait les journaux de nuit. Elle avait été sceptique ou plus que sceptique, si elle était honnête à l'idée de laisser revenir un chien dans l'unité de soins intensifs néonatale, en particulier celui-ci, surtout après que Claire Monroe ait été brillante, sans aucun doute une étoile montante des soins néonatales, elle avait pourtant été peu conventionnelle, toujours à repousser les limites des protocoles, toujours à remettre en question les procédures. Le docteur Grant s'était heurté à elle plus d'une fois, mais le dossier médical qu'elle avait sous les yeux racontait maintenant une autre histoire. Scout avait signalé un déséquilibre métabolique avant même qu'il ne soit détecté par les analyses. Ce n'était pas seulement impressionnant, c'était historique et dérangeant, car cela signifiait qu'il y avait des choses que la machine ne pouvait toujours pas détecter. En milieu de matinée, l'histoire avait commencé à se répandre à l'hôpital, un chien d'assistance à la retraite refusant de quitter un bébé, une infirmière décédée 6 semaines plus tôt, un bébé né 5 semaines trop tôt. Tout cela avait des allures de légende urbaine, et pourtant, tout se déroulait en temps réel. Des infirmières d'autres services commencèrent à passer à l'usin. Un inhalothérapeute apporta à Scout une friandise au beurre de cacahuète. Un pédiatre vint observer les rondes et resta 20 minutes de plus que nécessaire, mais Scout les ignora toutes. Son travail n'était pas terminé. Cet après-midi-là, Linda se surprit à fixer le bébé Noah, observant le léger mouvement de sa poitrine. Quelque chose dans sa respiration, ce n'était pas anormal, mais ce n'était pas tout à fait normal non plus. De subtiles pauses, des ruptures de rythme à peine perceptibles. Si Scout n'avait pas insisté autant, elle aurait peut-être mis cela sur le compte d'un comportement de prématuré, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. « Mike, » dit-elle doucement en s'approchant des parents de Noah, « puis-je te demander quelque chose d'un peu personnel ?» Mike leva les yeux de son téléphone. « Oui, bien sûr. Avez-vous des antécédents familiaux de troubles métaboliques ?» Il fronça les sourcils. « Ma sœur avait un truc dont je ne me souviens plus du nom. Elle devait suivre un régime spécial. Nos parents étaient toujours très stricts à ce sujet. » Rachel pencha la tête. « Tu ne m'as jamais dit ça. » Il haussa les épaules. On ne s'est pas parlé depuis plus de 15 ans. C'est une longue histoire. On n'en a jamais parlé. L'expression de Linda s'assombrit légèrement. Comment s'appelait ta sœur? Il hésita. Claire. Claire Monroe. Mais ce n'est plus son nom de famille, elle a gardé le nom de jeune fille de notre mère. Rachel cligna des yeux. La bouche de Linda s'ouvrit légèrement, puis se referma.
Claire Monroe? Comme Dr Claire Monroe? Mike hocha la tête. Tu la connaissais? Linda s'assit, les jambes soudainement instables. Mike, Claire était la responsable de Scout. Elle travaillait ici. C'était notre collègue, et elle est morte il y a 6 semaines. Le silence était assourdissant. Rachel se couvrit la bouche de la main. Mike pâlit. Non, murmura-t-il. C'est impossible. Mais c'était le cas. Ça le frappa comme un coup de poing dans le ventre, le regard, la sensation dans le couloir, elle était là depuis toujours. Sa sœur, celle qu'il avait quittée à 19 ans après une violente dispute, celle à qui il n'avait pas parlé depuis 16 ans, celle qu'il avait supplié de ne pas partir, et qu'il avait quittée quand même. Elle était là, travaillant dans cet hôpital, soignant ses bébés, dressant ce chien. Et maintenant, Scout? Scout était collé à Noah comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était peut-être le cas. De retour dans la salle des professeurs, Mike était assis seul avec Scout. Il sortit son téléphone et chercha « Claire Monroe, infirmière néonatale, Chicago, nécrologie ». La photo était là, sa photo lui souriant. Aucun membre de sa famille proche n'était mentionné. Sa poitrine se serra. Scout s'approcha et posa sa tête sur les genoux de Mike. « Tu le savais » murmura Mike. « Tu savais qui j'étais. Tu savais qui il était. » Le chien le fixa du regard, et Mike s'effondra. Ce soir-là, le docteur Blake revint avec de nouveaux résultats d'analyse. « Il y a quelque chose, dit-il d'une voix tendue. Nous observons les premiers signes d'un déficit en MACAD. C'est rare, mais grave en l'absence de traitement. » Rachel retint son souffle. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire, dit-il prudemment, que Scout l'a récupéré avant nous. Encore une fois. Quelques minutes plus tard, Grant arriva, les lèvres pincées mais pas insensibles. « Commencez le traitement, dit-elle aussitôt. Et apportez-moi tout, les notes de recherche de Claire, les journaux d'entraînement de Scout, tout. » Cette nuit-là, Scout refusa de repartir. L'équipe essaya. Linda tira sur sa laisse, un technicien lui offrit des friandises, la sécurité entra. Rien n'y fit. Il grogna doucement, planté près du lit de Noah. Alors ils abandonnèrent. Ils installèrent un petit panier à côté de la couveuse et le laissèrent tranquillement. Scout se recroquevilla, le museau près du pied de la machine, les yeux fermés. Mike resta lui aussi, assis tranquillement près de la vitre, une main sur le dos de Scout, l'autre posée sur le plastique chaud de la couveuse. Il n'était pas prêt à partir non plus, pas avant de savoir que Noah était sain et sauf, pas avant d'avoir l'occasion de dire à sa sœur les mots qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire de sa vie. « Je suis désolé. » Scout aboya une fois. Ce n'était pas fort, mais il résonna dans l'unité de soins intensifs néonatales comme une fusée éclairante dans un ciel calme. Le docteur Adam Blake leva les yeux du dossier du bébé Noah. Les moniteurs étaient stables, les constantes vitales dans les limites, la dernière analyse sanguine avait confirmé les premiers signes d'un déficit en MACAD. Rien de mortel si détecté tôt, mais Scout n'agissait pas comme si la situation était sous contrôle au plus maintenant. « D'accord, » dit le docteur Blake en se redressant. « Et maintenant, mon garçon ?» Le berger allemand se redressa, les pattes raides et concentrées. Sa queue ne remuait pas, ses oreilles ne frémissaient pas. Il passa devant la couveuse, traversa le couloir, droit vers le chariot de médicaments d'urgence près du lavabo, et s'arrêta. Puis il aboya de nouveau un aboiement, aigu, délibéré. Le docteur Blake cligna des yeux. Il n'a jamais fait ça auparavant. L'infirmière Linda s'approcha. « Attendez une minute. » Claire faisait des exercices avec des tiroirs à médicaments et des marqueurs olfactifs. Elle lui a appris à reconnaître les traitements grâce aux associations d'odeurs. Scout leva une patte et tapota délibérément le tiroir du bas une fois, 2 fois puis s'assit, toujours alerte, à regarder. Et c'est là que les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Rachel Carter faisait de nouveau les 100 pas, son téléphone dans une main et le bord de son pull dans l'autre.
Noah était stable depuis le début des ajustements de glycémie et d'oxygène, mais toutes les heures, Scout signalait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas sur les moniteurs. Il alertait maintenant sur la prise de médicaments. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, la voix tendue. Pourquoi fait-il ça? Mike s'approcha, la voix basse. On dirait qu'il essaie de parler. Regardez-le. Il ne fait pas que réagir, il essaie de nous dire quelque chose de précis. Linda ouvrit le tiroir que Scout avait ouvert. À l'intérieur, elle trouva une boîte de compléments de carnitine, utilisée uniquement dans des maladies métaboliques rares, lorsque les patients ont des difficultés à convertir les graisses en énergie utilisable. Le docteur Blake fixa la boîte. Ça ne devrait pas être pertinent, pour l'instant. Mais il se tourna brusquement vers le technicien le plus proche. Appelez le docteur Grant, et que quelqu'un récupère le dossier médical complet de Claire Monroe. 15 minutes plus tard, Evelyn Grant se tenait au poste des infirmières avec une tablette dans une main et son collier de perles enroulé entre ses doigts, ou une habitude qui ne faisait surface que lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. À l'âge de 11 ans, Claire Monroe a reçu un diagnostic de MACAD associé à un déficit en carnitine, a-t-elle expliqué en lisant l'écran. Un double diagnostic, extrêmement rare. Elle a réussi à le gérer grâce à un régime alimentaire strict et à des compléments alimentaires. Blake expira lentement. Ça explique l'alerte. Linda ajouta doucement, et le comportement de Scout. Il ne réagit pas seulement au MACAD. Il détecte la combinaison exacte de Claire. Mike se figea. Mais ça veut dire que Noah l'a aussi. Nous ne le savons pas encore, répondit prudemment le docteur Grant. Mais compte tenu de l'histoire de Scout, des méthodes d'entraînement de Claire et de la génétique. Le docteur Blake l'interrompit, Mike est le frère de Claire. Il suit. Scout se leva et se dirigea de nouveau vers l'incubateur. Il gémit, fort, insistant, tournant en rond, puis s'assit avec un bruit sourd, la queue serrée. Tout le monde regardait. Il nous supplie, dit doucement Linda, de nous dépêcher. La couleur de Noah avait légèrement changé, une teinte bleutée autour des lèvres, à peine visible mais pas correcte. Le docteur Blake n'a pas attendu. De la carnitine à haute dose, maintenant, ne perdons pas de temps. Les infirmières s'activèrent rapidement, prélevant un nouvel échantillon de sang pendant la préparation du complément. Scout observait chaque mouvement, la tête basse, le regard oscillant entre le personnel et l'incubateur tel un général au combat. Il resta immobile, ne scia pas jusqu'à ce que la perfusion soit branchée et que le médicament commence à couler. Puis il soupira et s'allongea, observant toujours, mais plus calmement, comme s'il savait que le message avait enfin été entendu. Après que l'équipe eut stabilisé l'état de Noah, Mike sortit dans le couloir, lourdement appuyé contre le mur. Il entendait encore le léger bourdonnement de l'unité de soins intensifs néonatale derrière lui, la faible respiration de Scout, la voix douce de Rachel parlant à leur fils, et son cœur avait l'impression d'avoir été essoré et mis à sécher. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille était en train de changer. Il sortit de nouveau son téléphone et parcourut les photos de l'ancien appartement de Claire, celle que Linda l'avait aidé à trouver grâce à la conciergerie de l'hôpital. Elle conservait des journaux, des cartons, empilés et étiquetés, soigneusement classés par année et par sujet. Il envoya un SMS à Linda. « Tu as toujours les clés de chez Claire ?» La réponse est venue instantanément. « Oui. »« Tu veux y aller maintenant ?» L'appartement était silencieux, immobile, comme si le temps s'était arrêté la nuit où Claire était partie pour son dernier quart de travail. Il y flottait une légère odeur de lavande et de poussière. Sur la table de la cuisine, un mot à moitié écrit trônait encore sous une tasse à café. Scout entra comme s'il était à sa place. Il renifla le canapé, le tapis, puis se dirigea vers l'arrière-salle. Mike le suivit et s'arrêta net. Les murs étaient peints en jaune pâle. Un mobile était suspendu au-dessus d'un berceau, toujours dans sa boîte, non ouverte. Des cadres représentant des animaux de la forêt étaient posés contre les plinthes, et une pile de minuscules grenouillères soigneusement pliées était posée sur une chaise.
Claire avait prévu un bébé qu'elle ne rencontrerait jamais. Dans un coin, Mike trouva les journaux, des dizaines. Certains cliniques, d'autres personnels. Il en prit un au hasard, relié en cuir usé, et l'ouvrit. Le 15 mai, Scout a de nouveau identifié le changement métabolique avant l'analyse sanguine. Son essai ce que les machines ratent. Cela pourrait sauver des vies un jour. La mienne aussi, je suppose. Mike a tourné la page. Le 17 mai, j'ai vu un panneau publicitaire de Reynolds Pharmaceuticals en centre-ville. Je me demande si Ryan non, Mike maintenant travaille toujours pour eux. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait changé de nom. Pense-t-il parfois à moi? Il s'assit lentement, le journal tremblant dans ses mains. Elle avait essayé de le retrouver toutes ces années, même après tout ce qui s'était passé. De retour à l'hôpital, Rachel resta près de la couveuse de Noah. Scout avait repris son poste, allongé sur le tapis, la tête sur ses pattes. La carnitine faisait effet, le taux d'oxygène de Noah était élevé, son rythme cardiaque était stable et son teint s'améliorait. Mais Rachel ne parvenait pas à s'empêcher de penser qu'il commençait tout juste à comprendre ce que tout cela signifiait. Elle baissa les yeux vers Scout. « Tu n'es pas seulement un bon garçon, murmura-t-elle, tu es un miracle. » Scout releva légèrement la tête, puis tendit la main et toucha son genou de la patte, comme pour dire « ce n'est pas encore fini ». Plus tard dans la soirée, Mike est revenu à l'hôpital avec une boîte en carton sous le bras. Il l'a transportée jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales comme si elle était en verre. À l'intérieur, les journaux intimes de Claire, une photo encadrée d'elle souriant avec Scout et un petit ours en peluche. Rachel leva les yeux, rougie par les pleurs. « Qu'est-ce que c'est ?» Mike déglutit. « C'est elle. » Tout. Elles ouvrirent la boîte ensemble. Scout renifla le contenu, puis s'allongea à côté. Un journal en particulier contenait un post-it marqué « Important, Noah ». Rachel l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, Claire avait écrit sur la gestation pour autrui, une donneuse anonyme, une femme de l'Idaho, le tout confidentiel. Puis arriva une page marquée « 3 octobre ». Bébé en bonne santé, rythme cardiaque fort, la porteuse se porte bien. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Je vais être maman. Les mains de Rachel tremblaient. Elle leva les yeux. Mike, je crois. Mike hochait déjà la tête. Noah n'est pas seulement son neveu. Ils se regardèrent, la vérité se déversant entre eux comme un torrent. C'était sa mère. L'assistante sociale de l'hôpital le confirma quelques jours plus tard. Claire avait tout prévu, les démarches administratives, la mère porteuse, la crèche. Elle avait même choisi le prénom Noah, en hommage à leur grand-père, mais elle ne vécut jamais assez longtemps pour rencontrer son fils. Et Rachel, sans le savoir, l'avait porté pour elle. Une coïncidence impossible, ou peut-être plus. Ce matin-là, alors que Noah dormait paisiblement dans sa couveuse, Scout leva la tête et regarda Rachel puis Mike. Il remua la queue une fois, puis se leva, puis posa doucement et délicatement sa patte sur le coin de la base de la couveuse d'un salut silencieux à Claire, à Noah, à tout ce qui avait été perdu et à tout ce qu'il restait à protéger. Mike Carter était assis dans la pénombre de l'unité de soins intensifs néonatales, un journal ouvert sur les genoux, Scout allongé silencieusement à ses côtés, telle une ombre. Le bourdonnement des machines, le léger soulèvement et abaissement de la poitrine du bébé Noah dans la couveuse, les pas discrets des infirmières, tout cela n'était qu'un bruit de fond dans la tempête qui s'abattait sur son cœur. Il venait d'apprendre la vérité, sa sœur Claire Monroe n'avait pas seulement dressé ce chien remarquable, elle avait mis son fils au monde, et elle était morte 6 semaines trop tôt pour le tenir dans ses bras. Le poids de cette réalité était écrasant. Il passa une main dans ses cheveux, essayant de ralentir le tourbillon de son esprit. 16 ans de silence, une dispute tenace, une rancune qu'il n'aurait jamais pensé à abandonner. Et maintenant, il n'y avait plus de temps. Sauf que Scout était toujours là. Et Noah. Peut-être que ça comptait. Au moment du changement de service du matin,
la nouvelle s'était discrètement répandue parmi le personnel de l'unité de soins intensifs néonatales. Le chien à la retraite n'avait pas seulement sauvé un bébé, il avait retrouvé celui de sa mère. Il était revenu chercher son fils. L'infirmière Linda Parker se tenait près du comptoir de la salle de pause, observant l'équipe du New Day arriver, la plupart déjà au courant de l'histoire. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux. Une infirmière murmura, « On dirait qu'elle est toujours là, à nous observer. » Linda ne répondit pas, se contenta d'acquiescer et de faire circuler une photo qu'elle avait tirée des archives. Claire Monroe, riant à gorge déployée, tenait un presse-papier et s'agenouillait à côté de Scout pendant une séance d'entraînement. La légende disait, le naissait. C'était une blague à l'époque. Maintenant, cela ressemblait à une prophétie. Sir Adam Blake était de retour en tournée, et même si ses chaussettes habituelles à imprimer dinosaures dépassaient sous sa blouse, son ton était sérieux. Les résultats de Noah se sont stabilisés, mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, a-t-il déclaré en examinant le dossier avec Linda et le docteur Evelyn Grant. Il aura besoin d'un régime alimentaire rigoureux, a-t-il poursuivi, de compléments alimentaires quotidiens, d'une alimentation contrôlée et d'une surveillance métabolique constante. Si nous oublions quoi que ce soit, même une légère affection pourrait déclencher une crise. Le docteur Grant croisa les bras et hocha la tête. Nous coordonnerons les soins à domicile et la formation, mais nous devons aussi prendre en compte les implications plus larges de ce qui vient de se passer. Tu veux dire Scout ? Demanda Linda. Je parle de Claire, répondit le docteur Grant. Son programme a fonctionné, ses recherches étaient pertinentes, et si nous ne les approfondissons pas, nous rendons un mauvais service à tous les enfants comme Noah. Plus tard dans l'après-midi, Mike et Rachel furent transférés dans une salle de consultation privée. Le docteur Grant, le docteur Blake et une assistante sociale de l'hôpital les rejoignirent. Scout était assise au pied de Mike, calme mais alerte. Rachel tenait la couverture de Noah sur ses genoux, ses doigts. Le testament de Claire, agrippé à une bouée de sauvetage, contenait des instructions pour Scout. Le docteur Grant commença, d'une voix plus douce que d'habitude. Elle a demandé qu'il aille là où on a le plus besoin de lui, là où il se sentirait utile. Compte tenu de ce que nous avons vu, nous pensons que cette place est auprès de votre famille. Mike cligna des yeux. Vous voulez dire qu'il peut rentrer à la maison avec nous? Le docteur Blake sourit. Il est déjà là émotionnellement. Les papiers sont une formalité. Rachel se couvrit la bouche. Oh mon Dieu! L'assistante sociale glissa un dossier sur la table. Nous vous expliquerons ses soins et ses besoins médicaux. Un accompagnateur vous sera également assigné pour faciliter la transition. Mike se pencha et passa ses doigts derrière les oreilles de Scout. Le chien inclina la tête et la posa sur la cuisse de Mike. Alors que l'hôpital se préparait à la sortie de Noah, les préparatifs commencèrent pour honorer l'héritage qui avait permis sa survie. Après que Grant eut convoqué une réunion du conseil d'administration pour annoncer le lancement d'une nouvelle initiative, le programme Claire Monroe de détection néonatale, Scout en serait le membre fondateur. Ces journaux, remplis de profils olfactifs, de schémas de détection, de notes de cas et de réflexions personnelles, seraient numérisés et étudiés. Sa méthodologie, autrefois considérée comme peu orthodoxe, était désormais le modèle de l'avenir. Linda se leva et se porta volontaire pour superviser l'examen des archives. Elle a vu ce que nous ne voyons pas, dit-elle à l'Assemblée. Et Scout, il n'a jamais été qu'un chien pour elle. Il était un partenaire, un protecteur, un pont entre la science et l'instinct. Cette nuit-là, après que Rachel se soit enfin endormie dans le fauteuil à côté du berceau de Noah, Mike resta pour terminer la lecture d'un dernier journal. Il datait de 4 mois. Claire y avait écrit à propos de sa grossesse, « Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Après tout ce qui s'est passé, je vais être maman. Je connais les risques, je connais les probabilités, mais si quelqu'un doit se battre pour un enfant atteint de cette maladie, ce sera moi. Je ne laisserai pas la peur m'empêcher d'essayer. » Mike ferma le livre et expira. Le chagrin brûlait lentement dans sa poitrine. Elle était tellement courageuse, murmura-t-il. Scout leva les yeux,
les oreilles en avant. Elle a toujours été plus forte que moi, ajouta Mike, même quand on était enfant. Le chien soupira et reposa la tête. Le lendemain matin, Scout veillait à la porte de l'unité de soins intensifs néonatales pendant la signature des papiers de sortie. Les infirmières se relayaient pour lui dire au revoir, certaines s'agenouillant pour le serrer dans leurs bras, d'autres lui glissant une friandise. Linda tendit à Mike un dossier roulé. Plan d'alimentation, planning des compléments alimentaires, contact d'urgence. Tout ira bien, d'accord? Mike hocha la tête. Merci pour tout. Linda s'accroupit à côté de Scout. Prends soin d'eux, tu m'entends? Scout lui lécha la main une fois, puis se retourna et marcha aux côtés de Rachel et Mike, sa nouvelle famille, hors de l'hôpital et au soleil. À leur arrivée, ils trouvèrent des ballons sur la boîte aux lettres et une banderole tendue sur le porche, « Bienvenue chez toi, Noah ». À l'intérieur, ils avaient transformé leur chambre d'amis en chambre d'enfants, murs jaunes, autocollants boisés, le mobile de l'appartement de Claire suspendu au-dessus du berceau, tournoyant lentement dans la brise de l'après-midi. Rachel déposa soigneusement Noah dans son berceau et fixa l'oxymètre de pouls à son petit orteil. Scout s'allongea sur le tapis à côté de lui et posa sa tête sur la plinthe. « Regarde ça, » murmura Rachel. « Il sait exactement où est sa place. » Mike sortit une petite photo encadrée de Claire et la posa sur la commode, inclinée vers le berceau. « Elle devrait être là, » dit-il doucement. « Elle est partout, » répondit Rachel. Ce soir-là, la maison était calme et Noah enfin endormi. Mike s'assit sur les marches du porche à côté de Scout. Le ciel était d'un violet profond et les cigales bourdonnaient dans les arbres. Il but une gorgée de soda au gingembre et baissa les yeux vers la pointe à ses pieds. « Tu l'aimais vraiment, n'est-ce pas ?» Scout ne bougea pas, « Moi aussi », murmura Mike. « J'étais trop fier pour le dire. » Il regarda le jardin, la voix tremblante. « Merci d'avoir fini ce qu'elle avait commencé, d'être resté. » Scout tourna la tête et posa une patte sur le pied de Mike. C'était petit, mais c'était tout. Au cours des semaines qui suivirent, Noah reprit des forces. Son alimentation s'améliora, le traitement se maintint. Rachel et Mike apprirent les signes, mémorisèrent les chiffres et construisirent leur vie autour de petites victoires, un rythme cardiaque régulier, un biberon plein, une nuit tranquille. Et pendant tout ce temps, Scout resta près de lui. Il faisait sa ronde toutes les heures, reniflant le berceau, vérifiant l'haleine de Noah, alertant parfois Rachel d'un léger gémissement lorsque quelque chose semblait anormal, avant même que le moniteur ne sonne. Il avait de nouveau un travail, un but, un garçon à protéger. L'hôpital a installé une nouvelle plaque dans le couloir de l'unité de soins intensifs néonatales, avec une photo de Claire souriante en tenue d'hôpital, Scout à ses côtés. En dessous, on pouvait lire « À la mémoire de Claire Monroe, infirmière, pionnière, mère, sœur, héroïne des Scout, la chienne qui n'a jamais abandonné. » Tout a commencé par un léger bip, rien de dramatique, juste un léger signal sonore sur le moniteur d'oxygène de Noah, qui est descendu d'un point en dessous de la normale. Rachel Carter était assise en tailleur par terre dans la chambre d'enfant, en train de plier du linge minuscule. Scout s'est immédiatement levé, les oreilles hautes, et s'est dirigé vers le berceau, le nez collé contre la barrière. Rachel se leva vivement. « Noah ?» demanda-t-elle en traversant la pièce et en vérifiant l'affichage. Tout semblait aller bien, rien d'alarmant, mais Scout gémit de nouveau et se mit à faire les 100 pas, la queue raide et le corps tendu. Rachel attrapa son téléphone. « Mike, c'est encore Scout. Tu dois rentrer. » En moins de 15 minutes, Mike fit irruption par la porte d'entrée, déboutonnant sa chemise d'une main et tenant son sac de travail de l'autre. Il monta l'escalier en courant, marche par marche. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, essoufflé. Rachel pointa du doigt. Le moniteur a légèrement baissé et Scout n'a pas arrêté de faire les 100 pas, Mike se pencha au-dessus du berceau. La petite poitrine de Noah se soulevait régulièrement, mais le rythme était légèrement irrégulier, ces mêmes petites pauses que Scout avait remarquées à l'hôpital. Mike n'hésita pas.
Il décrocha le téléphone et appela le pédiatre de garde. Le docteur Adam Blake préparait déjà une chambre lorsque les Carter arrivèrent. Noah était alerte mais silencieux, sa couleur habituelle légèrement différente. Scout ne le quittait pas. Les constantes sont stables pour l'instant, dit le docteur Blake après son premier examen, mais je veux faire un autre bilan complet, bilan métabolique, fonction hépatique, taux de carnitine. Soyons minutieux. Rachel hocha la tête, serrant la couverture de bébé de Noah contre sa poitrine comme un bouclier. Dieu merci, Scout a encore remarqué quelque chose. Mike baissa les yeux vers le chien. Comment fait-il pour continuer à faire ça? Le docteur Blake sourit faiblement. Claire l'a dressé avec des schémas olfactifs si précis que nous avons à peine les connaissances scientifiques nécessaires pour rattraper notre retard, mais nous y parviendrons, grâce à elle et grâce à lui. En attendant les analyses, Mike et Rachel étaient assis côte à côte dans un salon, juste à côté de Luzin. Scout se reposait à leurs pieds, calme mais toujours alerte, les yeux toujours fixés sur la porte. Rachel fixait ses genoux. Tu sais, j'ai toujours pensé qu'adopter signifiait donner la vie, mais là, c'est tellement plus compliqué. Mike tendit la main et la prit. Tu as donné à Claire la seule chose qu'elle n'a jamais eu l'occasion de tenir. Mais je ne savais même pas qui elle était, murmura Rachel. Si je l'avais su, je l'aurais remercié. Je l'aurais laissé le rencontrer. Tu ne le savais pas, dit doucement Mike. Aucun de nous ne le savait. Mais elle a choisi ça. Elle nous a choisis. Il regarda vers l'unité de soins intensifs néonatales. Elle a choisi Noah. 1 heure plus tard, le docteur Blake est revenu avec les résultats. Scout avait encore raison, a-t-il déclaré, tenant la tablette contenant les résultats du laboratoire. Noah présente les premiers signes d'une décompensation métabolique. Son taux de carnitine a chuté, probablement à cause d'un virus mineur ou d'un stress alimentaire. Est-ce qu'il va s'en sortir, demanda Rachel, les yeux écarquillés. On l'a détecté tôt, les rassura Blake. On commence une perfusion et on le surveille toute la nuit, mais cela renforce ce qu'on a déjà vu. Scout détecte ces changements avant nous. Mike hocha la tête. Claire savait que cela arriverait. C'est pourquoi elle a tout noté. Blake sourit. Ces recherches sont actuellement étudiées par une équipe de l'Université de Chicago, et nous avons déjà reçu des demandes de 2 autres unités de soins intensifs néonatales intéressées par le lancement d'un programme pilote. Scout aboya une fois, la queue se balançant lentement comme pour dire « il était temps ». Le lendemain matin, tandis que Noah dormait paisiblement sous étroite surveillance, un petit groupe s'est rassemblé dans l'atrium de l'hôpital Northwestern Memorial. Le nouveau laboratoire de détection pédiatrique Claire Monroe ouvrait officiellement ses portes. Il n'y a eu aucun discours, juste une petite plaque, quelques larmes, un moment de recueillement silencieux. Le docteur Grant se tenait aux côtés de Linda et du docteur Blake, observant de loin Rachel et Mike déposer un tournesol dans un vase sous le portrait de Claire. Scout était assis à côté d'eux, vêtu d'un bandana bleu frais brodé d'une empreinte de pâte argentée. C'était aussi son moment. Après la cérémonie, Mike prit le docteur Grant à part. « J'ai trouvé quelque chose dans un vieux journal de Claire, dit-il en dépliant une enveloppe usée. Elle m'a laissé ceci. La lettre était datée de 2 semaines avant sa mort. Mike, si tu lis ceci, c'est que l'univers t'a ramené dans ma vie. Même si je ne suis plus là, je n'ai jamais cessé d'espérer ton retour. Je ne savais pas vraiment comment te joindre, mais je pensais à toi tous les jours. Et si, par miracle, tu tiens Noah dans tes bras maintenant, alors je sais que j'ai fait le bon choix. Tu as toujours été le plus fort, mais tu ne le savais pas encore. Parle-lui de moi quand il sera assez grand. Dis-lui que je l'aimais avant même de le rencontrer. Et prends soin de Scout. Il prendra soin de toi. Claire. Mike plia la lettre, les yeux humides. Je n'ai jamais pu m'excuser, dit-il doucement. Le docteur Grant posa une main sur son épaule. Elle savait. La vie a pris un nouveau rythme le mois suivant. Mike a repris le travail à temps partiel,
se connectant à distance entre les repas et les visites médicales. Rachel tenait un emploi du temps méticuleux, les horaires de prise des médicaments de Noah, les journaux de comportement de Scout et les nouvelles de l'infirmière à domicile qui passait 3 fois par semaine. Et Scout, lui, assumait son rôle comme un professionnel chevronné. Chaque matin à 6 heures, il réveillait Rachel d'un coup de coude. Toutes les 2 heures, il faisait son tour, berceau, moniteur, vérification des odeurs. Chaque soir, il se blottissait aux pieds de Mike dans le salon pendant que Noah somnolait dans un fauteuil à bascule. Il ne manquait jamais un signe, pas une seule fois. Un dimanche après-midi, Rachel était assise sur la véranda avec sa mère, venue du Minnesota pour une visite. Elle regardait Mike lancer une balle en caoutchouc souple à Scout pendant que Noah faisait la sieste à l'intérieur. « Tu as l'air fatigué », dit doucement sa mère. Rachel rit. « J'ai l'air d'être comme je me sens, mais tu as aussi l'air d'une mère. » Rachel sourit. « Je le suis, dans tous les domaines qui comptent. » Sa mère lui serra la main. « Tu as fait quelque chose de magnifique, Rachel. » N'en doute jamais. Scout revint au trot avec le ballon, la queue remuante, et le laissa tomber dans la main de Mike. Le soleil baissait. Derrière les arbres, tout semblait enfin calme cette nuit-là. Après avoir endormi Noah, Rachel rejoignit Mike dans le salon. Une pile de journaux de Claire était posée entre eux. Mike prit un stylo. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Rachel. « Je veux terminer ce qu'elle a commencé, » dit-il. Tout documenté. Les alertes de Scout, les réponses de Noah, les routines à la maison, les possibilités d'entraînement. Rachel se pencha. « Tu penses qu'on pourrait aider d'autres familles ?» Mike hocha la tête. « Je crois que c'est déjà le cas. » Il ouvrit le journal à une nouvelle page et écrivit, « Premier jour, surveillance à domicile, inquiétude concernant Scout. » 10h14. Scout signale une légère irrégularité respiratoire. Les moniteurs confirment une baisse du taux des O2. Supplément administré, résultat positif. Rachel sourit. Elle serait fière de toi. Mike ne répondit pas tout de suite. Il sourit simplement, posant doucement sa main sur le dos de Scout. Oui, dit-il finalement, je pense qu'elle le ferait. Les premières chutes de neige arrivèrent tôt cette année-là. De légères bourrasques de neige s'abattaient sur la pelouse tandis que Scout était assis sur le porche, les oreilles dressées, les yeux rivés sur le babyphone à côté de lui. À l'intérieur, par la fenêtre de la chambre d'enfant, il pouvait voir Noah endormi dans son berceau, un doux bonnet bleu en tricot recouvrant sa petite tête. Cela faisait 3 mois qu'ils avaient ramené Noah à la maison. 3 mois de prise de médicaments, de nuits blanches, de consultations thérapeutiques, de bilans de santé pédiatrique et Scout, toujours Scout. Il ne s'éloignait jamais de plus de quelques mètres du bébé, ne manquait jamais une alarme de repas, ne manquait jamais de signaler le moindre signe de trouble. Pour Mike et Rachel Carter, Scout n'était plus seulement un chien. Il était un membre de la famille, un protecteur, un guérisseur, le messager d'un amour qui n'avait pas pris fin, mais qui avait simplement changé de forme. Ce matin-là, Rachel versa du café dans sa tasse préférée et s'appuya contre le comptoir de la cuisine, regardant la neige s'amonceler sur le rebord de la fenêtre. Mike entra en bâillant et une tablette sous le bras. « Quelque chose pour la nuit » demanda-t-il. Rachel secoua la tête en souriant. « Scout a fait son ratissage à 3 heures du matin et m'a donné le feu vert d'un simple coup de patte. » Mike sourit. « Je jure qu'il est plus précis que notre pédiatre. » Ils rirent tous les deux, puis devinrent sérieux. « As-tu réfléchi davantage à la proposition » demanda Mike. Rachel hocha la tête. L'université veut lancer le programme pilote avec Scout comme modèle. Il l'appelle le code de Claire. Elle adorerait ça. Rachel regarda vers la chambre d'enfant. Il a sauvé Noé tant de fois. Nous lui devons de partager ce qu'elle a construit. Mike posa la tablette. On devrait le faire. Pour elle. Pour chaque unité de soins intensifs néonatales qui a besoin d'une nouvelle paire d'yeux, ou d'un nouveau-né. Plus tard dans la semaine,
ils retournèrent au Northwestern Memorial pour un point presse et une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'initiative de détection Claire Monroe. Noah, qui pesait désormais 5 kilos de plus et qui ne cessait de roucouler et de rire, conquit tous les cœurs. Mais c'est Scout qui attirait le plus de monde. Les enfants faisaient la queue juste pour le caresser, les infirmières apportaient des photos encadrées, et un médecin lui plaça autour du cou une médaille gravée « Héros ». L'atrium vibrait de fierté et de détermination. Evelyn Grant, debout sur le podium, cheveux argentés impeccables comme toujours, s'adressait au personnel et aux médias réunis. On parle des avancées technologiques comme d'éclairs, dit-elle, mais parfois elles sont discrètes. Parfois, elles arrivent enveloppées de fourrure, accompagnées de revues scientifiques plutôt que de brevets. Claire Monroe a vu une possibilité qu'aucun d'entre nous n'osait explorer. Scout nous a fait y croire. Et Noah. Noah nous a rappelé que même la plus petite vie peut changer le monde. La foule applaudit. Mike serra Noah contre lui. Rachel s'essuya les yeux. Scout resta immobile, stoïque et humble, scrutant la foule du regard, non pas pour des compliments, mais pour un but précis. Le lendemain fut à nouveau calme. Rachel et Mike emmenèrent Noah au parc pour la première fois. Une simple promenade, des couvertures, des bonnets chauds, une thermos de chocolat chaud, et Scout trottinant fièrement à côté de la poussette. Ils atteignirent un coin tranquille près de l'étang. Rachel étendit une couverture et ils s'assirent tous un moment, savourant l'instant présent. « C'est ce qu'elle voulait » murmura Rachel. Mike hocha la tête. « Pour qu'il soit en sécurité. Pour que nous retrouvions la paix. » Scout était allongé au pied de la poussette, le menton sur les pattes, les yeux fermés au soleil. Soudain, Noah rit. Mike se retourna, le bébé fixait Scout, agitant les mains, et juste au moment où Scout ouvrait les yeux, Noah tendit la main. Ses petits doigts effleurèrent l'oreille de Scout et celui-ci remua la queue, une seule fois. Rachel haleta. « C'est la première fois qu'il essaie d'attraper quelque chose, dit-elle, essoufflée. Mike sortait déjà son téléphone pour immortaliser l'instant. Claire serait si fière, dit-il doucement. Son fils, tendant la main vers le chien en qui elle avait le plus confiance. Au cours des semaines suivantes, quelque chose changea chez Noah. Les alertes de Scout se firent plus rares. Son teint était plus vif, son appétit meilleur. Il se mit à babiller au mobile au-dessus de son berceau et à attraper ses jouets avec une force surprenante. Les médecins étaient optimistes. Les dernières analyses sanguines montraient que son métabolisme était dans les limites. Le traitement fonctionnait. Le dépistage précoce avait fait toute la différence. Scout restait néanmoins vigilant, mais il se reposait désormais un peu mieux. Il dormait davantage la nuit, jouait à rapporter la balle dans la cour presque comme s'il savait que sa mission évoluait. C'était un samedi matin de fin janvier quand cela arriva. Mike lisait à Noah dans le salon un livre de comptines rigolo avec des animaux en pyjama, quand Scout se redressa brusquement. Il s'approcha, s'assit à côté du bébé et s'appuya doucement contre le fauteuil à bascule. Rachel, qui observait depuis la cuisine, sourit. Mais Scout fit alors quelque chose de différent. Il se leva, marcha jusqu'au mur où était accrochée la photo encadrée de Claire et s'assit devant, levant les yeux, juste pour regarder. Rachel s'approcha lentement et s'agenouilla à côté de lui. « Elle te manque aussi, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Scout appuya sa tête contre le cadre, resta immobile, puis se retourna et retourna vers le berceau, comme pour dire « elle est toujours là ». Cette nuit-là, Mike a ajouté ce moment à son journal. Scout a reconnu sa photo aujourd'hui. Il l'a fixée pendant presque 1 minute. Noah a ri, comme s'il ressentait la même chose. Peut-être que Claire lui rend visite à sa manière. Il ferma le livre et regarda Rachel. « Tu crois qu'il se souviendra toujours d'elle » Rachel sourit tristement. « Je pense qu'il n'oubliera jamais. » Le printemps arriva lentement cette année-là. La neige fondit, le soleil se fit plus présent et Noah, qui riait désormais tous les jours et gesticulait comme s'il s'entraînait pour une course, fêta son premier anniversaire. Ils ont organisé une petite fête dans le jardin.
juste la famille, les voisins et les infirmières de l'unité de soins intensifs néonatales, devenus amis pour la vie. Le gâteau de Noah avait la forme d'une empreinte de pâte. Scout a eu droit à son propre cupcake, un gâteau au beurre de cacahuète et à la citrouille, fait maison. Avant que les bougies ne soient allumées, Mike se tenait avec Noah dans ses bras et Scout à ses côtés. Avant, je pensais que cette histoire parlait de perte, dit-il. De ce qui nous manquait, de la famille que nous avons perdue, du temps que nous n'avons pas pu récupérer. Il baissa les yeux vers Noah. Mais maintenant, je sais qu'il s'agit de ce qui reste. Rachel s'approcha de lui, les larmes aux yeux. C'est ce que nous choisissons de porter. Et tandis qu'ils chantaient tous joyeux anniversaire, Scout aboya une fois, pile au bon moment, la queue remuant comme s'il chantait lui aussi. Ce soir-là, une fois tout le monde parti et Noah endormi dans son berceau, Mike s'assit dehors avec Scout sur les marches arrière. L'air était calme, les grillons chantaient, le vent soufflait doucement dans les arbres. « Tu as réussi, » dit Mike. Scout leva les yeux. « Tu l'as protégé. Tu nous as unis. Tu as porté son amour jusqu'au bout. » Scout se pencha et posa sa tête sur le genou de Mike. « Je ne sais pas combien de temps nous t'aurons, » murmura Mike d'une voix pâteuse, « mais je te promets ceci, Noah saura toujours qui tu es. » Il sortit une nouvelle médaille de sa poche et la fixa au col de Scout. On pouvait y lire « Gardien. Frère. Légende. Merci de nous accompagner dans ce voyage émouvant. Si l'histoire de Scout vous a touché autant qu'elle nous a touchés, nous espérons que vous la partagerez avec un être cher. Abonnez-vous à Heroes for Animal pour continuer à soutenir des histoires vraies et bouleversantes comme celle-ci. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Un chien ou un autre animal a-t-il déjà changé votre vie d'une manière inoubliable? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires, car parfois, les plus belles histoires sont celles que nous vivons côte à côte.